On va reprendre par la session des communications orales qui ont été sélectionnées par le comité scientifique. Et donc, on va donner la parole pour commencer à Baptiste Ligné, qui est psychologue ici au laboratoire Psy-DREPI de Dijon. Et qui va donc... je vous laisse dire votre titre vous-même, ça sera mieux fait. Merci. 10 minutes de présentation et ensuite il y aura quelques questions pendant 5 minutes puisqu'on a un quart d'heure par présentation. Vous me direz du coup pour le temps. Oui. Merci. Oui, bonjour, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup au comité pour nous donner l'opportunité de vous présenter cette étude. C'est une étude qualitative qui a été faite ici à Dijon. Donc, je suis Baptiste Ligné, psychologue clinicien et maître de conférence au laboratoire Psy-DREPI qui est dans le bâtiment en face, le pôle 2AFE. Donc, vous traversez le campus et c'est juste en face. Et on a travaillé ensemble avec Maëlys Posito, qui est sociologue à l'ORS, Laurence Fèvre et François Guiringhelli, qui sont ici médecins, et puis Nicolas Meunier-Beillard et Catherine Lejeune, qui sont tous les deux, Nicolas Meunier-Beillard, qui est sociologue, et Catherine Lejeune, qui est économiste de la santé. Et on vous propose cette étude sur des entretiens qui ont été faits auprès de patients pour explorer leur vécu et leur prise de décision vis-à-vis des données secondaires qui sont associées au séquençage de l'exome. Donc vous connaissez peut-être probablement déjà bien le contexte, l'idée du séquençage haut débit qui permet une analyse du profil génétique d'une tumeur et qui permet de pouvoir réfléchir un petit peu sur l'explication de la survenue du cancer et surtout aussi de pouvoir orienter potentiellement la prise en charge et puis les traitements. Qui vont permettre en tout cas de pouvoir détecter peut-être de nombreuses variations qui ne sont pas forcément en lien ou pas toujours en lien avec le diagnostic primaire et puis qui sont peut-être révélateurs d'une prédisposition ou de prédispositions génétiques au cancer, aux pathologies cardiaques ou aux pathologies métaboliques. Sur le contexte également, alors du coup on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais c'est l'idée de pouvoir réfléchir aux bonnes pratiques sur la possibilité de donner accès ou de faire un rendu ou une restitution des données incidentes et de données secondaires aux patients. Donc pour le moment, on a les recommandations de l'Agence de la biomédecine en 2020, mais qui n'ont pas été certifiées, en tout cas validées par un décret dont on parlait tout à l'heure justement. Et puis on attend bien sûr peut-être des réponses ou peut-être d'autres questions d'ailleurs à partir du plan France Médecine Génomique 2025 dont on a parlé tout à l'heure. Les objectifs de cette étude, on avait 3 objectifs, d'identifier et d'écrire les raisons qui expliquent le souhait des patients traités actuellement pour un cancer d'avoir accès ou de refuser ces données secondaires, et puis d'explorer aussi ou d'identifier les questions et le vécu des médecins, oncologues, généticiens, et puis aussi des conseillers en génétique sur les modalités d'information et puis sur ce vécu aussi vis-à-vis des données secondaires. Et d'explorer leur ressenti, que ce soit aux patients ou aux médecins. Alors, dans le cadre de cette présentation, je vais m'intéresser surtout aux patients. On ne va pas vous présenter aujourd'hui les données sur les médecins et les conseillers en génétique. On vous présentera ça à un autre moment. Comment on s'y est pris ? Eh bien, on a interrogé des patients qui présentaient un cancer avancé. Et ils ont eu d'abord un entretien avec un conseiller en génétique. Entretien qui était un petit peu standardisé puisqu'on a travaillé une trame avec une présentation en PowerPoint, etc. Puis des échanges avec les patients pour qu'ils aient suffisamment d'informations sur la génétique pour pouvoir faire un choix éclairé. Puis on a ensuite fait un entretien de recherche. C'est moi-même qui ai rencontré les patients avec une trame d'entretien pour réfléchir avec eux, réfléchir à leur prise de décision, à leur vécu, à leur ressenti. Et à partir de cela, on a fait une analyse thématique de leur discours. 24 patients ont pu être interrogés dans ce cadre-là. 17 patients sont en prise en charge standard dans leur service de soins en oncologie. Et puis 7 sont extraits d'une cohorte extriquant, qui était du coup une cohorte spécifique avec des patients plus jeunes et des cancers qui avaient potentiellement une origine familiale génétique. 4 hommes, 20 femmes, donc un sexe ratio un peu déséquilibré et une moyenne d'âge autour de 60 ans. Eh bien, on a observé 3 profils vis-à-vis des données secondaires. Un pool de patients majoritaires qui acceptent d'avoir accès aux données secondaires,
un deuxième pool qui est plutôt dans le refus, qui ne souhaite pas avoir accès aux données secondaires, et puis un troisième profil au milieu où il y a de l'hésitation. Parce que le patient ne sait pas répondre à la question, il ou elle ne sait pas du tout s'il veut ou pas avoir accès aux données secondaires, ou bien aussi des patients qui changent d'avis. Au début de l'entretien, ils nous disent oui, puis à force de poser des questions, ils nous disent non. Ou l'inverse, bien sûr, tout est possible. Ce qui est important, c'est que ceux qui acceptent d'avoir accès aux données secondaires, eh bien, c'est d'abord pour agir. C'est s'il y a la possibilité de changer ses comportements ou de changer quelque chose pour faire de la prévention ou pour éviter une maladie, une pathologie ou quelque chose. La deuxième raison importante, qui je trouve est assez intéressante, c'est par propriété. Ils disent très bien, ce sont des données qui concernent ma santé et donc cela m'appartient. J'ai besoin de savoir parce que ça m'appartient. Ce sont mes données. C'est ma santé, mon corps. Et puis la troisième raison importante, c'est par altruisme. En disant, ça va permettre de pouvoir en connaître, d'en savoir plus sur la recherche. Ça va peut-être permettre d'avoir plus d'informations pour les nouveaux patients ou les autres patients. Ou ça va vous aider, vous, en tant qu'équipe médicale ou en tant qu'équipe de recherche. Donc c'est aussi une raison importante pour les patients d'accepter les données secondaires par altruisme. Pour ceux qui refusent, eh bien, la principale raison, c'est qu'ils sont actuellement malades. Quand je leur posais la question, ils étaient actuellement en train d'être traités pour un cancer, parfois des cancers graves. Et donc, ils me disaient, mais je suis déjà en train de me soigner pour une maladie, je n'ai pas besoin de savoir si je vais en avoir une dans quelques années ou si j'ai une prédisposition particulière à cela. D'autres, un peu dans la même niveau, disaient aussi, ça fait trop d'informations. Ça fait beaucoup de choses à gérer au niveau médical, au niveau familial, etc. Donc, je ne veux pas en savoir plus. Et puis, on remarque que les patients qui refusent avaient été un petit peu plus âgés que les autres. Et certains patients pouvaient dire aussi, mais vous savez, c'est une épée de Damoclès de savoir cela. Et donc, ça peut aussi rendre anxieux et stresser, et ça peut faire stresser. Et une patiente nous disait même, mais vous savez, le stress et l'anxiété, ça peut aussi créer des pathologies. Et donc, elle refuse d'avoir accès aux données secondaires parce que, justement, une crainte de cette anxiété et de ce stress de savoir cela, d'avoir cette information. Et ceux qui hésitent, ceux qui ne sont pas très bien au clair avec leurs décisions, eh bien, eux ont plusieurs raisons à cela. Même chose que ceux qui acceptent, c'est s'il y a des données actionnables. Si on peut faire de la prévention, ok, je veux bien savoir. Si on peut rien faire, je veux pas savoir du coup. Bon. Comme si c'était possible de le faire, ça. Mais en tout cas, leur raison, c'est ça. Si c'est possible de faire quelque chose, alors dites-le moi. Sinon, je ne veux pas savoir. Et puis une autre raison, ce sont les répercussions pour les proches. Une patiente expliquait très bien que dans son histoire familiale, il y avait des conflits et donc elle était plus en lien avec une partie de sa famille. Et elle exprime très bien, si je suis au courant des données secondaires et que je suis dans l'obligation d'aller prévenir une partie de ma famille qui peut potentiellement être touchée aussi par cela, eh bien je ne veux pas le savoir parce que je ne veux pas renouer contact avec cette partie de ma famille. Donc ça, c'est important aussi pour les patients d'avoir conscience de cela. D'ailleurs, c'est une patiente qui nous interrogeait aussi sur les lois bioéthiques, justement. Qu'est-ce qu'on fait de ces données-là? Qu'est-ce que je dois en faire auprès de ma famille? Est-ce que je dois les prévenir ou pas? Ça, ce sont des questions importantes aussi. Donc, les profils un petit peu de chacun de ces patients. Les patients qui acceptent les données secondaires ont tendance à être un peu plus jeunes. Ils ont aussi tendance à avoir un système familial ou un système de soutien plus largement, plus présent. Et puis, ils sont malades depuis un peu moins longtemps que les autres. Alors que les patients qui refusent, eux, ils sont un peu plus âgés et ils sont malades depuis un peu plus longtemps que les patients qui acceptent. Ça, c'est une donnée importante, il me semble. Et puis, ils sont du coup un peu plus isolés, un peu plus seuls par rapport à leur système de soutien. Et le patient qui hésite, il peut changer d'avis au cours de l'entretien, c'est ce que je vous disais. Et puis surtout, il ou elle ne perçoit pas vraiment les conséquences de cela. Peut-être ne perçoit pas en tout cas ce que cela peut signifier ou ce que ça peut avoir d'important pour lui ou pour elle d'avoir accès à ces données. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est la place et le rôle des enfants. Parce que les enfants n'arrivent jamais en première ligne. C'est jamais un argument en première ligne pour les patients de dire je voudrais avoir accès aux données secondaires pour mes descendants, par exemple. C'est pas quelque chose qui arrive en première ligne. Pourtant, dans les conséquences, quand on leur disait mais qu'est-ce que ça aura comme conséquence d'avoir accès à ces données secondaires, c'est seulement là que les enfants arrivent en première ligne. Donc pas tout de suite en première intention, mais ensuite en deuxième intention, les enfants ont une place importante dans la réponse des patients. Alors,
On a aussi été très surpris de voir cet altruisme qui était important pour les patients, puisque je crois que, il faudrait que je retourne dans les données, mais je crois que presque 100% ou 90% des patients disaient cela, disaient mais je voudrais avoir accès aux données secondaires pour que ça profite aussi aux autres ou que ça profite aussi à la médecine. Et on voit bien que ce besoin de savoir aussi, il permet peut-être de gérer certaines émotions ou certaines angoisses. Comme si ça pouvait donner une illusion de contrôle. Comme si le fait de savoir permettait de contrôler quelque chose de ce vécu-là, ou de gérer en tout cas les émotions et les angoisses liées au vécu du patient. On revient sur cette différence importante que les patients font entre données actionnables et données non actionnables. Alors eux, ils parlent de prévention. Ils n'utilisent pas ce terme d'actionnable. Ça, c'est moi qui le traduis. Et puis on a aussi demandé aux patients, mais si vous acceptez les données secondaires, du coup, comment on vous les dit? Comment on vous les transmet, ces données secondaires? Eh bien, les patients nous insistent sur 2 points importants qui vont de pair. Il y a à la fois la relation de confiance avec le professionnel de santé. Ils veulent que ce soit quelqu'un en qui ils ont confiance, mais que cette personne en qui ils ont confiance soit aussi expert de la génétique. Un patient disait très bien, mais je ne veux pas que ce soit mon médecin traitant, j'adore mon médecin traitant, mais je ne veux pas que ce soit lui parce que j'ai l'impression que la génétique, ce n'est pas tout à fait son truc. Ils veulent que ce soit quelqu'un de confiance, mais qui soit aussi expert en génétique, pour leur expliquer avec un langage compréhensible. Et puis viennent aussi toutes les qualités humaines que les patients attendent des professionnels de santé. Alors l'empathie, la bienveillance, la compréhension, de se mettre à leur hauteur avec un vocabulaire qui peut être accessible à eux. Voilà, c'était une partie des résultats. On a encore beaucoup de choses à explorer, notamment le temps entre l'entretien avec le conseiller en génétique et l'entretien de recherche, parce que du coup j'enchaîne directement avec les limites, mais du coup, la génétique pour les patients, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à appréhender. C'est extrêmement compliqué d'ailleurs. Entre nous, moi aussi quand j'ai commencé à intégrer le projet, données incidantes, données secondaires, c'est pas facile. Et pour les patients, ça a été très compliqué. Et c'est probablement un facteur en tout cas qui limite peut-être aussi cela, la communication, la transmission des informations aux patients. Surtout lorsqu'ils vivent des difficultés déjà affectives ou émotionnelles liées à la maladie. Certains patients d'ailleurs disaient, mais vous savez, je suis déjà fatigué par le traitement, j'ai des pertes de mémoire par le traitement, et donc il faut pouvoir aussi prendre en compte de cela. Un fort acquiescement aussi des patients dans les entretiens, ça c'est une donnée à prendre en compte. Ils ont peut-être tendance à dire plus oui ou à acquiescer plus que dans leur véritable représentation, leur véritable système de pensée. Attention au sexe ratio, bien sûr. Attention aussi, puisqu'on a commencé le recueil des données pendant la crise Covid. Donc, certains entretiens ont eu lieu par téléphone, d'autres à l'hôpital et d'autres à domicile. Donc, potentiellement que les données ne sont pas tout à fait comparables. Ou en tout cas, il faudra faire attention à ça. Et je voudrais finir sur les biais cognitifs, parce que la génétique, c'est quelque chose de compliqué à appréhender pour nous, pour les patients aussi. Et puis, on a plein de représentations, parce que nous, on a notre propre avis sur ce qu'on ferait de nos données secondaires. Et puis, ça vient peut-être aussi biaiser nos interprétations de nos résultats. Il faut faire attention à cela. Moi, je trouve que peut-être que les patients qui hésitent sont peut-être ceux qui sont le plus proches de la réalité. Et que ceux qui ont une décision ferme sur avoir accès ou pas avoir accès, sont peut-être dans des mécanismes un petit peu de défense ou de protection vis-à-vis d'une incertitude ou de quelque chose en lien avec leur vécu. Voilà, je vous remercie, j'espère que je suis dans les temps. Merci. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il des questions? Alors, dans la salle? Anne? Merci. Donc, Anne Cambon. J'ai une question sur le sexe ratio. Vous avez beaucoup plus de femmes que d'hommes. Est-ce que c'est parce que, par le hasard, il y avait plus de femmes interrogées, ou est-ce qu'il y a eu plus d'hommes qui refusaient? Alors, j'ai pas regardé, mais alors, on n'avait pas accès. Ce sont les médecins qui faisaient l'inclusion, donc on n'avait pas tellement accès. J'ai pas tellement accès à ceux qui ont refusé ou pas. En tout cas, certains ont refusé après avoir donné leur consentement. Quand on les appelait pour prendre rendez-vous, par exemple, il y a eu un niveau aussi de refus. Il me semble pas qu'il y ait eu de différence entre hommes et femmes à ce niveau-là. Je pense que ça représente aussi peut-être la population qu'il y a aussi dans les services. Il me semble. Je pense, mais ce sera à vérifier. Wannes van Hoofd-Genzano, la Belgique. Est-ce que vos participants ont parlé un peu de ce qui se passe dans l'interaction avec leur médecin, la situation où le médecin sait déjà s'il y a des données secondaires ou pas, et c'est à eux de décider s'ils veulent savoir ou pas, et comment ça change un peu leur relation avec leur médecin? Alors, on n'a pas tout à fait exploré ça parce qu'on plaçait nos patients dans une situation hypothétique.
parce qu'on n'avait pas les données secondaires de ces patients-là. On leur demandait, si c'était possible, qu'est-ce que vous feriez, vous ? Donc, ce n'est pas quelque chose qui venait changer la relation avec les médecins. Par contre, ils sentaient que le médecin attendait d'eux quelque chose. Parce que parfois, d'ailleurs, certains patients disent « mais on n'a pas très bien su faire la différence entre ce que le médecin me propose comme traitement et ce que le médecin me propose comme recherche ». Ça a été compliqué aussi de pouvoir démêler les deux. Et les patients ont très bien senti que le médecin attendait quelque chose d'eux dans l'un ou dans les deux situations. Et ça, c'est quelque chose qui a apporté de la confusion pour les patients. Ils vivent en tout cas ces moments-là comme quelque chose d'assez confus. Mais en même temps, j'ai été très surpris parce que les patients font extrêmement confiance en leur médecin. Un seul des patients que j'ai interrogé m'a expliqué, parce que je faisais dans l'entretien, on avait une petite partie sur le parcours de soins, sur comment la maladie, ils l'ont appris, comment ça s'est passé. Un seul patient m'a dit, ça s'est mal passé avec l'équipe médicale avec laquelle où l'annonce diagnostique a été faite. Et puis, 2-3 minutes après l'entretien, il dit, mais je leur fais confiance quand même. Je leur fais confiance. Moi, je suis. S'ils me disent que c'est une bonne idée, j'y vais. S'ils me disent que c'est ce qu'il faut faire, je le fais parce que mon médecin il me dit ça, donc j'y vais. C'est ça aussi, cet altruisme et cette tendance à l'acquiescement. Peut-être que d'ailleurs, le fait d'être dans un entretien et que le médecin soit une figure, une représentation en tout cas d'une certaine autorité, ou en tout cas d'une connaissance ou d'un savoir, a peut-être une influence sur la réponse du patient. Donc tout ça à explorer. Oui, mais, merci. Laurent Pasquier, donc en génétique clinique à Rennes. Il y a un facteur qui ressort, enfin, du coup, il y a plusieurs études qui ont été menées sur l'acceptation ou pas d'accéder à ces données secondaires. Et il y a un des facteurs qui ressort, et je vais vous demander si c'était le cas aussi dans votre étude, c'est finalement, est-ce que ce patient-là avait eu auparavant des tests génétiques? Parce que plus les patients ont des tests génétiques, et plus ils ont des notions autour de la génétique et peut-être qu'ils sont moins favorables à l'idée d'accéder aux données secondaires, d'une part. Et d'autre part, est-ce que vous avez regardé aussi le profil, enfin l'origine socio-professionnelle, puisque la profession, parce qu'il y a une autre étude qui était parue en disant que plus les gens avaient des compétences en génétique, moins ils étaient enclins à connaître leurs données secondaires. Je ne sais pas si vous avez regardé ça. On n'a pas encore fait les données socio-professionnelles ou socio-démographiques parce que ma collègue sociologue a aussi interrogé des patients. Donc il faut encore qu'on puisse aussi, d'un point de vue sociologique, on va faire ça, mais c'est pas encore fait. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que certains patients me disaient « Ah bon, j'ai eu un test génétique ?» Une patiente me disait « Ah bon, ils ont fait ça. Et vous allez me donner les résultats ?» Et non. Je suis chercheur et je viens explorer votre vécu, mais a priori, oui, vous avez eu un test, il y a eu une prise de sang qui a été faite. Et je me souviens très bien de cette patiente qui me dit, mais ah bon, vous me la prenez? Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je vous raconte cette expérience, je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais... Merci beaucoup. Merci. Et donc maintenant, c'est Chloé Mayer qui va venir présenter son travail. Merci. Pareil, un petit minute. Oui, oui. Pour passer à la slide suivante, c'est... Ok. Vous m'entendez? Oui, ça va. Bonjour à tous et toutes. Du coup, merci pour me permettre de faire une présentation. Je me présente, donc je suis Chloé Mayer et je suis chercheuse en éthique à Sciences-Anno, donc qui est l'Institut national de santé publique belge. Et plus précisément, je fais partie de l'équipe éthique et engagement citoyen, dont Wannes van Hoof, si présent, est le responsable. Et alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une éthique particulière de l'engagement citoyen, qui est celle de tenir compte des résultats qui illustrent la perspective citoyenne. Donc ça peut être des recommandations, donc des résultats de l'engagement citoyen, d'où mon titre « Implémenter les recommandations des citoyens sur les données génomiques vers une éthique de l'engagement public ». Alors juste pour petite information, pourquoi est-ce que je parle de l'une des éthiques de l'engagement citoyen? C'est parce qu'il existe plusieurs éthiques de l'engagement que j'explore à travers mon doctorat, mais bon, c'est un peu hors sujet pour la présentation. Avant de rentrer du coup dans le vif du sujet, revoyons brièvement pourquoi il est fondamental de tenir compte de la perspective citoyenne en génomique. Eh bien, c'est parce que la génomique devient de plus en plus l'affaire de tous en raison de son influence grandissante dans et en dehors des soins de santé, en tout cas dans certains pays comme la France ou la Belgique.
La génomique, en fait, elle influence de plus en plus le trajet de vie des citoyens et ce, de leur naissance à leur mort. Ça commence même dans le ventre de la mère avec le test prénatal non invasif. Ensuite, on a à la naissance le dépistage néonatal. Et à l'âge adulte, les citoyens seront confrontés ou sont déjà confrontés à une multitude d'autres tests génétiques, comme par exemple le test du porteur ou alors les tests génétiques en vente libre, par exemple pour connaître ses origines. Et donc, en fait, la génomique, elle ne peut pas ignorer les valeurs, les besoins, les préoccupations des citoyens, d'autant plus que son succès, enfin, en tout cas, son développement dépend de leur volonté à partager leurs données. Et c'est pourquoi il est fondamental, donc, d'engager les citoyens. Et lorsqu'on engage les citoyens, la confiance, elle est au centre de tout. Déjà, la confiance, elle part de la demande de l'engagement. Souvent, ce sont des autorités, qu'elles soient nationales ou européennes, qui souhaitent engager les citoyens afin de faire le lien entre science et société pour préserver la confiance générale. Le problème, c'est que la confiance, elle ne peut ni être assumée a priori, ni recherchée comme motivation première de l'engagement. C'est ce qu'on a aussi retenu comme leçon de toutes nos années d'expérience en engagement citoyen. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, la confiance, forcer la confiance, ça annihile la confiance. Donc, si l'intention première d'engager les citoyens, c'est de rechercher leur soutien et leur confiance, eh bien, c'est tout à fait normal qu'ils se méfient et qu'ils se sentent manipulés. La confiance, elle doit naître de la considération de l'autre, donc dans un esprit d'ouverture et d'écoute de sa perspective, ce que permet normalement un engagement citoyen dit authentique. Et la confiance, elle ne s'arrête pas avec l'engagement. Pour perdurer au-delà de l'engagement, elle doit être nourrie. Et pour continuer à avoir une relation de confiance avec les citoyens, ça passe notamment par la prise en compte, donc l'utilisation concrète ou l'implémentation des résultats qui illustrent la perspective des citoyens. Et par perspective, j'entends les besoins, les valeurs, les préoccupations, les questionnements, etc. Et c'est ce que nous allons faire avec, à travers le projet Ken Hill, en tout cas une partie du projet. On en a déjà... il a été très brièvement introduit. Mais donc Ken Hill, c'est un consortium européen qui rassemble l'expertise de 17 États membres afin de créer ensemble une approche concertée de la prévention, du diagnostic et du traitement via la génomique et la médecine personnalisée, et c'est au bénéfice des patients et des citoyens. Et au sein du projet Ken Hill, notre équipe à Scienzano, elle est responsable du Work Package, on va dire sous-projet numéro 12, donc qui traite des aspects éthiques et légaux et la prise en compte de l'engagement citoyen sur l'utilisation des données génomiques pour lutter contre le cancer. Notre tâche à nous, au sein de ce Work Package, c'est de traduire en actions concrètes les innombrables résultats d'engagement citoyen qui ont été donc accumulés au fil des années pour créer une sorte de cadre éthique et légal pour lutter contre le cancer via l'utilisation des données génomiques. Et donc, notre objectif principal, c'est de garantir que ce cadre éthique et ce cadre légal intègrent la perspective des citoyens et aussi des patients afin de gérer les données éthiques, les données génomiques de façon éthique pour lutter contre le cancer. C'est un projet donc de 2 ans, c'est novembre 2022 jusqu'à novembre 2024. On va dire qu'il y a dans notre Work Package 3 étapes majeures, en tout cas pour la Task 1, qui est donc engagement citoyen et éthique. C'est un très très gros projet. On a nos partenaires luxembourgeois qui vont s'occuper vraiment de tous les aspects légaux, parce que chacun sa spécialité, n'est-ce pas? Donc la première grande étape, c'est ce qu'on a déjà commencé, qu'on va continuer cet été. On va faire une sorte d'analyse macro, plutôt qualitative, donc pas quantitative, des résultats d'engagement citoyen avec comme objectif d'avoir une vue d'ensemble en fait, des valeurs, des préoccupations, des questionnements, des besoins des citoyens et des patients. Alors vous vous doutez que c'est une très large tâche. Donc pour la réaliser dans un temps certain, parce que sinon on pourrait faire ça pendant 10 ans, on va avoir certaines thématiques particulières qui ont été déterminées par les acteurs de terrain dans Ken Hill. Et un exemple de thématiques qui sont encore en train d'évoluer un peu, c'est l'utilisation secondaire
des données génomiques dans le contexte clinique, de recherche et de santé publique. Parce qu'il faut savoir que Ken Hill, il y a deux branches majeures, on va dire, deux thématiques majeures, c'est Public Health Genomics et Public Health Genomics, donc, oui, santé publique, et alors tout ce qui est recherche et donc diagnostic, donc clinique, quoi, diagnostic, traitement, prévention. Et ensuite, la deuxième étape, eh bien, ce sera en novembre 2023, de présenter lors d'un workshop qu'on va organiser, cette analyse globale de la perspective citoyenne et des patients sur l'utilisation des données génomiques pour lutter contre le cancer. Et ensuite, ensemble, on va discuter des thématiques identifiées auprès des citoyens, de savoir quelles sont les thématiques qui manquent, par exemple, en tenant compte des besoins de terrain, quelles sont les thématiques à approfondir, etc. Et puis alors, surtout, de savoir comment on peut traduire tout cela en des actions concrètes pour lutter contre le cancer et offrir un cadre éthique et légal qui est basé sur les valeurs, préoccupations, etc., des patients et des citoyens. Et la dernière étape, donc, qui en fait est le rapport final prévu pour novembre 2024, sera la traduction concrète des perspectives citoyennes et patients pour des mesures implémentables. Je vous donne ici quelques exemples d'initiatives d'engagement citoyen dont on va tenir compte dans cette analyse globale. Il y en a plein d'autres, puisqu'il y a une très large littérature sur l'engagement citoyen en génomique. Alors, ici, donc, de gauche à droite, on a Mon ADN, tous concernés. Ça, c'était le fascicule informatif du Forum citoyen que Cienzano a organisé en 2018-2019 sur les questions éthiques, légales et sociétales de l'utilisation des données génomiques à la demande du ministère de la Santé publique. Donc, c'était une initiative nationale. C'était un panel de 32 citoyens qui, durant 3 week-ends, a été informé par des experts et a débattu ensemble pour produire des recommandations pour le ministère de la Santé. Ensuite, on a les états généraux de la bioéthique. Ici, c'est le rapport de 2018. Où chaque année, pas chaque année, non, c'est tous les, je pense, 5 ans, je ne sais plus, depuis 2011, il y a une consultation citoyenne qui nourrit les changements de loi bioéthique. Ensuite, on a le débat ADN, qui est une prolongation du Forum citoyen. C'était une large plateforme d'engagement citoyen au niveau national, sur de nouveau la même thématique que le Forum citoyen, mais donc on a élargi à la population générale et surtout on a inclus les jeunes générations via les écoles. Ensuite, on a la consultation citoyenne de Genomic England qui portait plus sur l'influence de la génomique sur le contrat social dans les soins de santé. Et puis, on a TEDAS, et donc Cienzano a organisé en collaboration avec l'Angleterre et la France une large consultation citoyenne en ligne au niveau européen sur la réutilisation des données dans les soins de santé et sur la façon dont les citoyens voulaient être impliqués et engagés dans la réutilisation de leurs données de santé. Donc, il y en a plein d'autres, mais pas le temps de les présenter. Alors concrètement, qu'entend-on par implémenter les recommandations des citoyens ? Cela ne signifie pas qu'on doit les suivre à la lettre. Il y a des études empiriques qui ont été menées sur ce que les citoyens valorisaient dans l'engagement citoyen. Et les citoyens n'attendent pas de l'engagement un pouvoir décisionnel, c'est-à-dire ils n'attendent pas qu'on implémente directement leurs recommandations sous forme de décision. Ils attendent plutôt un pouvoir consultatif. Par contre, ce que les citoyens attendent de l'engagement et des personnes qui les engagent, c'est qu'on considère les messages implicites derrière leurs recommandations. Donc tout ce qui a trait aux valeurs, aux besoins, préoccupations, questionnements, etc. Et c'est ce que nous allons faire dans Ken Hill, parce que c'est uniquement en tenant compte de ces messages implicites que les citoyens, donc de nouveau selon ces études empiriques, qu'ils se sentent écoutés, pris au sérieux et donc respectés et en confiance. Et donc là, on parle d'une confiance durable et authentique et pas d'une confiance qui a été recherchée et manipulée. Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir donc, de cette présentation, c'est que donc, l'éthique de l'engagement citoyen, elle est multiple, elle est complexe, et une de ces éthiques que l'on va aborder à travers notre Work Package 12 de Ken Hill, c'est la prise en compte de la perspective citoyenne et des patients en implémentant des mesures et des actions concrètes qui sont basées sur leurs valeurs, leurs valeurs, leurs préoccupations, leurs besoins, etc. Et donc, en une phrase, il y a un principe de l'engagement citoyen à respecter selon cette éthique-là, c'est que si vous décidez d'engager les citoyens,
sachez que vous vous engagez aussi à tenir compte et à utiliser les résultats. Et si vous souhaitez plus d'informations sur le projet Kenhill, qui est très vaste, ainsi que sur la page qui est dédiée à notre Work Package, je vous invite à consulter ces sites. Je peux aussi vous les envoyer par mail si nécessaire. Voilà, merci. Je vais peut-être parler vite. Merci beaucoup. Alors, donc, on a 5 minutes de questions. Je passe tout de suite la parole à Emmanuel. Bonjour, Emmanuel Rial-Sebag. Merci beaucoup pour cette présentation et ce projet qui a l'air juste fantastique. Et j'avais par contre quelques questions plus méthodologiques. Quel était le périmètre territorial que vous touchez, puisque vous parlez de citoyens, et où j'ai peut-être raté, hein, donc désolé si c'est le cas. Deuxième élément aussi plus méthodologique, ça m'a un peu heurté que vous disiez chacun son rôle, l'éthique là, le droit là. Oui. Voilà, moi qui tente de faire plein de choses en même temps, je me sens pour le coup un peu... Voilà. Donc aussi méthodologiquement parlant, de toute façon, le titre de votre groupe de travail est clairement multidisciplinaire, hein, et aussi implique, j'imagine, des sciences de l'information et des sciences de l'engagement et les techniques du débat public qui sont des méthodologies notamment déployées par le Conseil de l'Europe, dont Madame Laurence Wolf est juste là, pourra peut-être nous en parler. Mais voilà, il y a aussi des méthodologies qui sont derrière. Donc justement, comment vous gérez un peu cette nécessaire pluridisciplinarité ? Et encore merci. Merci. Donc pour répondre à la première question, on va se centrer surtout sur les initiatives qui ont été faites en Europe, puisque Kenhill est un projet européen et que c'est pour l'utilisation des données génomiques en Europe. Mais on va également, on n'a pas envie d'exclure les consultations qui ont été faites hors Europe, parce qu'il y en a énormément et très intéressantes, et ce serait quand même dommage, puisque comme on parle de valeurs, de besoins, de préoccupations, alors oui, bien sûr, il y a un facteur culturel qui joue, mais on n'a pas envie d'exclure ça. Donc, alors le but n'est pas de faire une revue systématique de la littérature, parce que ce n'est pas possible dans le temps qui nous est donné, mais donc l'objectif est on va dire de ratisser large avec en se centrant sur l'Europe, mais en n'excluant certainement pas hors de l'Europe. Et alors pour la deuxième, oui, juste sur ce point, si je veux vraiment très vite, c'est juste parce que je me disais, je ne suis pas du tout une spécialiste de l'engagement et citoyenne, donc vraiment désolée si c'est naïf, mais je me dis quand même, on peut imaginer qu'il peut y avoir des variations dans les pays européens. Donc finalement, si in fine, au bout du compte, vous voulez produire des recommandations, dans quelle mesure on peut imaginer qu'elles soient véritablement cohérentes avec les attentes et les besoins des citoyens? Mais vraiment, c'est pas pour vous mettre en difficulté, c'est juste que je me pose une question. Alors, du coup, je fais un doctorat donc, sur l'éthique de l'engagement citoyen, et donc j'ai lu beaucoup d'initiatives hors Europe et en Europe. Et en fait, finalement, les préoccupations ou les valeurs, enfin surtout les préoccupations en fait, fondamentales des citoyens, peu importe le pays, il y a quand même des traits généraux, même si évidemment, dès qu'on approfondit un peu plus, évidemment, le système de santé, la culture aussi, même au sein d'un pays, hein, l'éducation, tout ça, ça varie très fort. Mais donc, par exemple, un des résultats majeurs qu'on retrouve partout, c'est la peur de discrimination, ou alors la vie privée. Bon, là, je parle à un niveau très, très général, mais ça, ce sont des choses où il n'y a aucune raison d'exclure les initiatives en dehors de l'Europe. Et alors aussi, donc, pour répondre à la deuxième question... Alors, quand je disais chacun son métier, l'éthique et le droit sont très liés. La bioéthique, c'est toujours interdisciplinaire. Sinon, il n'y aurait pas non plus de lien avec la société. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas agir seul. On a besoin de juristes et d'experts pour nous aider sur ces points-là. Mais ce que je voulais dire, c'est que je ne peux pas parler non plus en leur nom sur tous les aspects légaux que je ne connais pas. C'était plus comme ça. Alors, je vois plus de questions dans la salle. Ah, pardon. Tiens. C'est pas une question, c'est peut-être juste un commentaire. D'abord, merci pour ce topo. Et parce que vous avez beaucoup parlé de la confiance, de la confiance que demandent les citoyens, du respect aussi qu'ils demandent. Et je trouve qu'en face, un mot qui est très important pour moi, c'est loyauté. Parce qu'il résume, pour moi, l'ensemble des devoirs des chercheurs, de l'ensemble des professionnels vis-à-vis des citoyens en génomique. Je trouve que c'est une espèce de... Ça va ensemble, quoi. Confiance d'un côté, loyauté de l'autre. Vous voulez dire loyauté dans le sens où
on décide de les engager, on a le devoir d'utiliser dans ce Exactement. Pour moi, c'est ce qui va en face. Les citoyens donneront confiance et se sentiront respectés si effectivement en face, il y a la loyauté. Alors, c'est un mot qui est peut-être un peu galvaudé, mais je trouve que c'est pas mal. C'est très intéressant. Merci. Oui, Anne Campon. Je t'aurais peut-être pas posé de questions parce que j'y participe au Work Package 12 pour le plan français. Mais quand on parle d'implémenter un cadre légal et éthique, le cadre éthique, je comprends complètement. Le cadre légal, quand on voit le bins que c'est de réviser des lois de bioéthique en France, je me dis, mais dans quel monde on est de vouloir apporter le légal, un cadre légal, à l'issue d'un projet de 2 ans? Et donc, je m'interroge sur cette formulation. Alors, donc, je vais essayer de répondre pour les juristes du Work Package. Je pense que quand on parle de cadre, je pense que c'est plus une traduction de framework. Donc, c'est-à-dire quelque chose de plus large que la loi en tant que telle. Mais donc, nos partenaires luxembourgeois, enfin, vous voyez de qui il s'agit, voilà. Eh bien, eux, c'est plus ils vont regarder aussi sur base de l'initiative Beyond 1 Million Genome Project. Il y a eu des comparatifs entre les différents pays, de voir comment chaque pays gérait ça, de voir comment on pouvait essayer de collaborer. Donc, il y a le questionnaire qui a été lancé, voilà, pour voir aussi un peu quels sont les besoins, les questions, etc. Des différents partenaires au sein de Ken Hill, et pour voir ce sur quoi on doit. Donc, on ne va pas tout résoudre, c'est savoir sur quelle thématique on doit axer notre attention pour justement essayer de faire dans les limites du projet et aussi d'assurer une collaboration entre l'éthique pour ne pas que d'un point de vue légal on parle de thématiques complètement différentes et au niveau éthique et puis qu'on se rend compte qu'en fait le but est de la collaboration, le but c'est d'essayer d'avoir des actions concrètes sur base de la réalité légale au niveau européen des différents pays, etc. et qu'il s'en suive des actions concrètes éthiques basées sur la perspective citoyenne des patients. Et donc oui, en effet, mais c'est comme ça pourrait être un doctorat en lui-même, donc c'est pour ça qu'on va devoir se centrer. Mais c'est assez ambitieux comme projet, en effet. Sinon, je suis toujours disponible après. Merci. Ah non, c'est pas bon. Oui, je vais prendre la suite de. Ok, je vais prendre la suite de Catherine. Merci beaucoup. Et donc la prochaine oratrice est Flavie Mathieu. Donc elle est responsable du collège des relecteurs de l'INSERM. Donc elle va nous expliquer ce qu'est ce collège. Spécialiste en santé publique et donc elle travaille au service sciences et sociétés de l'INSERM. Je vous laisse la parole. Allez, c'est bon. Donc, bonjour à tous. Alors, je ne vais pas vous présenter tout ce qu'on fait et je vais essayer de faire juste un focus, vu le temps qui nous est imparti, sur les travaux qu'on a conduits depuis début 2020. Donc, en fait, quand on est dans le cadre de la recherche ou du soin et qu'on dit qu'on va faire signer un consentement éclairé, ça implique l'autonomie de la personne sur le choix qu'elle va faire. Comment faire un choix quand on utilise une technique complexe, quand cette technique est utilisée par des cliniciens, mais qui ne sont pas des experts de la technique en eux-mêmes, et qui en plus n'ont pas forcément la disponibilité suffisante. Donc, pour exemple, effectivement, la technique de séquençage de l'ADN à très haut débit pour les tests génétiques, c'est un peu complexe. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est créer des outils, mais des outils concrets, pour que l'on puisse, dans le soin ou dans la recherche, vraiment délivrer une information qui se met au niveau du destinataire. Alors, comment est venue cette idée? Donc, je suis responsable du collège des relecteurs de l'INSERM depuis 2016. Alors, qu'est-ce que c'est ce collège? C'est une centaine de membres d'associations que je vais former au concept de la recherche clinique.
Ils ne vont pas faire de la recherche clinique, mais ils en connaissent les concepts. Et donc, pour tous les investigateurs de l'INSERM, et je spécifie aussi que la promotion soit INSERM ou pas, on leur propose, s'ils le veulent, de nous envoyer leurs dossiers avant de les soumettre au comité de protection des personnes pour avoir l'autorisation. Donc, ce qui va se passer dans le collège, c'est qu'il y a 3 relecteurs, au moins un qui est concerné par la pathologie et au moins un qui n'est pas concerné par la pathologie, qui vont relire ces documents, qui vont les modifier pour les rendre compréhensibles et aussi pour pouvoir identifier. Alors, ils évaluent aussi le protocole. L'idée, c'est de pouvoir évaluer des freins à la recherche ou des biais. Parce qu'ils connaissent bien mieux leur pathologie souvent que le chercheur. En tout cas, ce n'est pas au même niveau. Et par exemple, dans certains projets de recherche, même le design qui avait été proposé, il n'est pas faisable pour les patients en raison des contraintes qui sont liées à leur pathologie. Et dans ce cas-là, on va travailler ensemble avec l'investigateur pour que le projet soit, j'allais dire des fois, réalisable. Alors, ce n'est pas tous les projets, mais de temps en temps, les investigateurs ont dû changer leur façon de faire. Et puis, quand le dossier est fini, on le soumet au comité de protection des personnes. Cette relecture, elle est transparente. Il n'y a pas écrit sur les dossiers « a été relu par le collège des relecteurs ». Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ces dossiers-là, ils recevaient un avis favorable en général dès la première soumission. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, j'ai des petits fascicules sur le collège. On a un article sur le collège des relecteurs qui va être publié dans le prochain numéro de Médecine Science. Et puis, vous pouvez aussi retrouver des infos sur le site de l'INSERM. Alors, le constat qu'on avait fait quand même au collège des relecteurs, et puis en discutant avec les comités de protection de personnes ou pour les recherches Orlois-Jardet, pour ce qu'on appelle les IRB, donc c'est les comités éthiques locaux, finalement, ou alors notre délégué à la protection des données, c'est qu'on passait beaucoup de temps tous à réécrire. Et on réécrivait toujours un peu la même chose. Et on s'est dit, là, qu'il c'était peut-être important de donner aux investigateurs des vrais outils. Ce qu'on leur donne au jour d'aujourd'hui, c'est une espèce de template à remplir, mais en fait qui est général et qui est plus un document réglementaire qu'un document d'information. Donc ce groupe, je ne vais pas tout détailler, mais a impliqué beaucoup de gens. Pourquoi il y avait tous ces gens-là? Parce que je voulais autour de la table tous les gens qui étaient impliqués dans la notice. C'est-à-dire que j'ai mis côte à côte des juristes, des spécialistes de la protection des données, des gens de comité de protection de personnes, des personnes concernées qui venaient des associations de malades, mais aussi des chercheurs en SHS qui nous ont accompagnés pour la méthodologie, des spécialistes de la médiation. Voilà, donc il y a une vingtaine de personnes dans le groupe. Et on a fait un projet pilote avec le plan France Médecine Génomique pour le soin. Donc rapidement, on a travaillé depuis 2020, on se réunit tous les mois, une matinée par mois. Et au jour d'aujourd'hui, on est à la fin de ce processus, avec l'idée d'avoir 2 délivrables. Le premier délivrable, ce sont les notices d'information simplifiées pour le plan, qui sont librement téléchargeables sur le site. Et puis de construire une application, et c'est ce que je vais vous présenter assez rapidement maintenant, simplement en cliquant sur quelques boutons, les investigateurs vont pouvoir générer des notices types préformatés avec des textes préécrits pour le niveau de compréhension de la personne qui est en phase 2. Alors ces critères, ils ne sont pas compliqués. D'abord, le choix de la langue, puisque comme vous l'a dit Frédéric tout à l'heure, on a 4 langues. Le type de notice, est-ce qu'on est dans le cadre du soin? Est-ce que c'est un essai clinique de médicaments? Enfin, tous les différents. Et à chaque niveau, il y a des bulles d'aide pour l'investigateur qui sache, finalement, RIPH1, ça veut dire quoi? Et est-ce que ma recherche est du cadre de RIPH1? Ensuite, il pourra choisir des illustrations. Donc, je vous ai choisi l'illustration qui concerne la génétique. C'est quoi une illustration? C'est une page complète, ici, qui explique qu'est-ce qu'est un test génétique, et donc qui va directement être mis dans le document qu'on va rendre au patient. Donc, l'investigateur, il n'aura pas à tout réécrire. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est important, c'est que tous les textes et tous les blocs de texte, ils ont été validés par le groupe. C'est-à-dire qu'ils ont été validés par des représentants, par les juristes, par les éthiciens, par les personnes concernées. Ça, à mon avis, c'était la plus grosse difficulté. On a pu passer 2 heures sur un terme.
Mais c'est ce qui fait consensus. Et ça, c'est important. Ensuite, ils vont choisir la catégorie de participants. Par exemple, pour la recherche, est-ce que c'est le patient? Est-ce qu'on parle à un volontaire sain? Est-ce qu'on parle à un apparenté? Est-ce qu'on parle aux parents d'un enfant? Si c'est une personne majeure ou mineure, et ensuite le niveau de modèle de notice que la personne veut. Alors, pourquoi on a fait classique, simplifié, illustré? Pour les enfants, par exemple, souvent on voit des catégories d'âge qui étaient préconisées, ou alors des tranches où on disait il y a les adolescents, les préadolescents et les jeunes enfants. En fait, en réfléchissant, alors, on a fait des notices et après on a fait des focus group avec les personnes concernées, que ce soit des cliniciens, des généticiens pour la partie génétique, mais aussi des parents d'enfants et puis aussi des enfants. Et ce que nous ont dit les enfants, c'est un adolescent qui a un problème de dyslexie, par exemple. On va avoir envie de lui donner une version illustrée. Et pour lui, ça va être stigmatisant de voir jeunes enfants alors qu'il a 14-15 ans. Et c'est pour ça qu'on a choisi de proposer cette nouvelle, finalement, ce nouveau découpage. Et finalement, qui est le meilleur pour choisir quelle notice on va donner? C'est le clinicien ou l'investigateur. Et on a fait pareil pour les parents. La version illustrée, on peut imaginer que quelqu'un a des difficultés à lire et pourtant un fonctionnement cognitif normal. Et à l'heure actuelle, souvent, on leur donnait un peu la notice pour les plus petits, ce qui était aussi très, très stigmatisant. Donc là, c'est pour juste vous donner un peu une image de ce que, quand on clique sur les boutons, de ce que ça va générer. Donc, soins ou recherche. Alors, on a fait des parties pris graphiques pour mettre des couleurs par niveau de compréhension et différencier ce qui est du soin et de la recherche. Ce qui était important aussi dans le groupe, c'était qu'il y ait la possibilité de faire cette distinction quand quelqu'un a la même interlocuteur pour le soin et la recherche, qu'à travers les documents, ça puisse l'aider. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que nos documents, c'était aussi pour répondre à une demande des cliniciens d'avoir des supports visuels pour expliquer les choses, pour expliquer le séquençage, par exemple. Et là, l'avantage, c'est qu'il peut après imprimer le document et le donner à la personne qui va pouvoir le ramener chez lui. Donc, juste, je vais passer rapidement, je ne vais pas vous montrer, mais là, c'est pour la participation à la recherche. Ben voilà, je vous l'ai décliné pour en haut pour les adultes en version illustrée, simplifiée, et ici en version illustrée. Donc, en fait, en version illustrée, on fait des BD. Et puis, là, c'était pour les enfants, donc la version illustrée, simplifiée, la version illustrée. On a eu la chance d'avoir une graphiste qui nous a tout décliné dans tous les niveaux de compréhension. Ensuite, il y a plein de choses qui sont générées automatiquement. L'investigateur, il va cliquer, par exemple, sur ses visites, et puis il va dire, dans ma première visite, par exemple ici, il va cliquer, il va dire, il y a eu une visite médicale. Et le logiciel, pour le niveau de compréhension qu'il aura sélectionné, va automatiquement mettre le pictogramme et les textes qui ont été rédigés par le groupe. Là, il y a plusieurs examens, et donc on voit, il y a toujours un tableau récapitulatif. Ce qui semblait important au groupe, c'était vraiment des informations simples, mais qui permettaient de savoir combien il allait y avoir de visites, combien de temps ça allait durer, quels examens étaient dans les visites. Ensuite, pour la recherche, on ne peut pas faire un outil qui, clac, fait directement la notice de recherche, c'est compliqué. Donc, en fait, et puis, on a travaillé, on a fait un consensus, mais finalement, l'investigateur ou le clinicien est libre d'écrire ce qu'il veut. Donc, en fait, tous les blocs, on peut les sélectionner quand ils sont générés. Ça, c'est une notice type qui a été générée par l'application. Et en fait, sur le côté, la personne peut très bien dire je veux modifier ce texte-là ou je veux retirer ce picto-là. Alors, c'est vrai pour tous les investigateurs qui ne seront pas de l'INSERM. À l'INSERM, on a des contraintes, on a décidé de verrouiller certaines parties. Ensuite, pour un examen qui n'existerait pas, l'investigateur ou le clinicien, il a la possibilité de créer son propre bloc. Donc pour ça, on lui propose d'avoir accès à tous les pictogrammes qu'on a créés. Et donc, il peut très bien choisir son type de bloc, son visuel, et après rédiger son texte. Par contre, il ne pourra prendre que les pictogrammes du niveau qu'il a choisi, pour qu'il y ait une cohérence dans la notice. Voilà. Il aura un tableau de bord où il pourra regarder où il en est, combien il a de projets, où en sont ses projets. Il pourra aussi, via ce tableau de bord, demander une relecture par le Collège des relecteurs ou par la DPO de l'INSERM, pour les projets de l'INSERM.
Et puis voilà, donc en fait on a choisi un truc très très simple, hein, c'est-à-dire que là on peut imaginer sur une notice simplifiée pour enfants que là le collège des relecteurs veut faire une remarque, et donc c'est sous forme de commentaires, ce qui fait que directement l'investigateur a en direct les commentaires qui sont faits sur sa notice. Tout ça, ça va permettre de faire un gain de temps, et aussi dans la séquence des projets de l'INSERM, qu'on ne soit pas les uns derrière les autres, ce qui augmente le temps et on va pouvoir travailler tous ensemble. Et pas des fois faire de façon parallèle les mêmes choses. Voilà, donc là je vous ai résumé les différents états de la notice. Donc voilà, elles seront générées, puis en édition, puis mises en conformité par le promoteur. Ensuite, de façon, si l'investigateur le souhaite, relecture par le collège ou relecture par la délégation à la protection des données. Et puis finalisé, c'est-à-dire là il va être soumis aux instances réglementaires. Puis ensuite, s'il y a des remarques, il pourra être remis en édition pour faire les modifications qui sont demandées. Et ensuite, il n'est plus modifiable. Ça, c'était une volonté de ma part, parce que pendant des projets de recherche, il arrive que des chercheurs se disent « Ah, mais tiens, je rajouterais bien un examen », et ne pensent pas qu'il faut refaire tout le process, qu'il faut faire un amendement. Donc là, ils n'auront pas le choix. S'ils veulent modifier la notice, il faudra qu'ils reviennent vers nous, et on leur expliquera bien qu'il faut faire tout le process. Et à la fin du projet, c'est-à-dire quand il y a la fin du projet, le document est archivé et donc il n'est plus éditable. Le projet est terminé. Voilà, alors pour dire que ce travail-là, on l'a fait dans un groupe, mais on l'a fait beaucoup plus largement que dans le groupe. Donc ça, le consensus, je vous en ai parlé. Mais en fait, on a fait relire les contenus par tout plein de monde. Et puis, on l'a fait valider par les comités qui vont évaluer les notices aussi. Et dans le futur, on a mis un questionnaire dans l'application. C'est-à-dire que cet accès est gratuit, mais en contrepartie, on veut que les personnes nous fassent une évaluation. Et nous remontent, parce que peut-être que le groupe a mis le consensus sur un bloc de texte, mais peut-être qu'on va nous remonter toujours la même modification. Et dans ce cas-là, nous, on pourra mettre à nouveau à jour les contenus en fonction de ce qui est demandé, ou si la loi change, et ça arrive quand même très fréquemment, en tout cas dans les recherches biomédicales, s'ils décident à nouveau qu'il faut au niveau réglementaire, que ce n'est plus le même texte qui fait référence, dans ce cas-là, nous, en temps réel, on le fera dans l'outil. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus, on a écrit un article dans le Médecine Science qui sortira à la rentrée. Voilà. Et ça, c'est les perspectives. C'est juste pour vous dire que sur ce projet-là, on va monter un projet de recherche sur l'implémentation, sur qu'est-ce que ça change dans les pratiques pour les professionnels, comment ils se servent de l'outil. Est-ce que finalement, ça permet aux gens de prendre un consentement plus éclairé, qui était un peu ce qu'on voulait faire au départ. Voilà. Donc, il y a des projets qui sont derrière. Et voilà, et finir par les remerciements. Et aussi, donc, pour vous donner ce travail, c'est un gros travail collectif. Donc là, vous avez la liste, je ne vais pas les citer, mais de tous ceux qui ont participé à ce projet. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Hux Corentin du CHU de Lille. Est-ce que vous allez le mettre en place au niveau du plan transgénomique 2025, ce projet, du coup, au niveau des notices ? Alors, ce projet-là, en fait, l'application, elle va être disponible au mois de septembre. Elle sera gratuite sur demande. Et on est en train de voir jusqu'où on s'arrête. Pour l'instant, on s'arrête. Elle est disponible gratuitement pour tous les chercheurs de l'INSERM ou des chercheurs qui sont affiliés à une unité INSERM, ce qui est quand même assez large. Et pour le soin, ce sera juste sur demande. En fait, on veut verrouiller pour ne pas avoir d'un mésusage et pas retrouver nos contenus sur des tracts, par exemple, ou des choses comme ça qui n'auraient rien à voir avec le soin ou la recherche. Ok, merci. Bonjour, merci. Bonjour. Donc, Camille Level du CHU de Dijon. J'avais deux questions, mais donc la première, on vient d'y répondre. Donc disponible sur l'application. L'application sera disponible en septembre. Oui. Et deuxième question, donc sur le processus, combien de temps, de façon opérationnelle, vous pensez qu'il pourrait y avoir entre le moment où du coup on soumet les notices pour relecture et le moment où on peut avoir du coup un retour de la part du collège? Alors le collège des relecteurs, nous on met 10 jours. Notre délai c'est 10 jours.
D'accord. Entre le moment, alors c'était à l'époque, j'allais dire maintenant, comme avec cet outil-là, on va avoir beaucoup moins de réécriture, on va pouvoir raccourcir les délais, et ce qui va nous permettre de vraiment faire le collège va faire vraiment les remarques sur le fond, parce que finalement c'est le fond qui nous intéresse, et pas perdre du temps sur la forme. C'était aussi pour ça que cet outil, on avait envie de le créer. Et peut-être que vous aurez aussi peut-être plus de demandes, enfin du coup. Et oui, ça, alors ça c'est certain. Délais, voilà. Mais Non, bah ça c'est certain. Qu'on aura plus de demandes. Parfait. Bon, merci. On a le temps encore pour une dernière question. Catherine. Merci Flavie. Moi j'ai une question sur le collège des relecteurs, du coup, puisqu'on en parle. Est-ce qu'ils sont dédommagés, les personnes qui font ce travail? Parce que j'entends que c'est quand même un travail important qui est fait dans un temps court et qui demande une expertise. Donc quelle est la forme de deal avec les... Viens rejoindre mon combat. Ah non, mais une question, je la pose parce qu'elle se pose de façon générale quand on fait intervenir les malades, les citoyens, de plus en plus sur plein d'expertises. Comment on réfléchit à faire prendre en charge... C'est une vraie question que j'ai remontée au GRAM, donc, qui est le groupe de réflexion avec les associations de malades de l'INSERM, qui est rattaché au président. Et en tant que membre du service Sciences et Sociétés, on y est invité permanent. Pour moi, c'est un vrai problème, puisqu'on ne les indemnise pas pour le temps passé. Alors, ils sont volontaires. Dans le fonctionnement aussi, je les implique dans plein de choses, dans les groupes de travail. Donc, eux, ils trouvent satisfaction, si tu veux, sur ce qu'on leur remonte de la recherche. Ils ont l'impression de participer. Pour eux, c'est important, cette participation. Ils m'ont jamais demandé à être payés. Par contre, ils m'ont toujours demandé de leur envoyer plus de dossiers. Donc, quelque part, ça m'a... Voilà. C'est pas une contrainte pour eux, c'est pas un frein de pas être rémunéré. Par contre, effectivement, moi, c'est une vraie question que j'ai posée. Et en fait, c'est assez compliqué parce que dans la réglementation, dans les contrats de l'INSERM, c'est vraiment au niveau de la gestion, on n'a pas la case. Mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on peut faire travailler, on peut indemniser des volontaires sains dans nos recherches, mais on ne peut pas indemniser un expert qui n'est pas rattaché à une expertise. On peut indemniser un expert quand on lui demande de venir relire un dossier s'il est scientifique. Mais un non-scientifique, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Mais c'est un vrai problème et c'est un vrai frein. Et entre autres, en SHS, Sandrine de Montgolfier, qui est dans le groupe et qui fait plein d'autres choses à côté, a le même problème, c'est-à-dire qu'elle a ce qu'on appelle, nous, des co-experts, des experts du vécu de la maladie. Et aujourd'hui, on n'a pas la case, mais on y travaille. Et voilà, donc là, on a saisi le GRAM pour qu'il travaille sur cette question. Je m'excuse, on va devoir passer au conférencier suivant, donc, qui est Quentin Lade, et sociologue. Donc, la recherche qu'il va nous présenter, il l'a développée au sein du département sciences humaines et sociales du Centre Lambérard, en collaboration avec le CERMES et Catherine. Quentin. Bonjour, merci de nous avoir permis de présenter donc, certains résultats de recherche aujourd'hui. Sur la e-prescription et l'invisibilisation du travail de la médecine génomique en France. Il s'agit d'enquêtes de terrain et de réflexion qui sont menées avec Juliette Froger-Lefebvre, Estelle Vallier et Catherine Bourrien. Donc ce que je présente aujourd'hui, c'est un travail collectif et qui a donné lieu à un article qui vient juste de paraître dans la revue Frontiers. Donc vous pouvez allez voir l'article si vous voulez en tapant le titre en anglais. Donc ce travail, il s'inscrit dans l'étude des transformations de l'organisation du travail de soins et des normes de prise en charge qu'implique le développement récent de la génétique dite somatique, donc, et qui est liée à l'usage de technologies dites innovantes, comme les technologies de séquençage à haut débit, ce qui donne lieu à de nouveaux traitements. Et ces évolutions, elles vont de pair, pour ce qui nous intéresse maintenant, avec le développement d'outils numériques
qui sont au centre de cette transformation en cancérologie, même si ces outils numériques, en fait, ils demeurent utilisés dans de nombreux domaines de l'activité médicale depuis des décennies. On pense au dossier médical partagé, à l'usage de la télémédecine, ou plus récemment à des systèmes algorithmiques d'aide à la prise de décision médicale. Et donc le recours à ces outils numériques est censé simplifier le travail des soignants, mais en fait les travaux en sciences humaines et sociales montrent qu'ils engendrent de fait un travail invisible de petites mains aux compétences spécifiques et aux compétences importantes. Et donc c'est ce qu'on va voir ici, dans un contexte particulier de généralisation en France de l'accès à la médecine génomique en contexte clinique via le PFMG. Donc je vais passer rapidement ici, puisque le plan vous a été présenté dans le détail, et donc il s'appuie simplement sur deux plateformes de séquençage qui se partagent le territoire national des tests en deux, donc avec au nord Sequoia et au sud Oragen. Donc l'introduction de cette nouvelle politique publique, elle engendre une nouvelle organisation hospitalière autour d'un nouvel acte médical, ou d'un acte médical relativement nouveau, qui est la prescription d'un test génomique. Et cette prescription se fait sur des logiciels donc, de prescription, un par plateforme, et qui sont donc accessibles depuis tous les territoires. Et on appellera ici ce logiciel par un nom générique commun, ePress. Donc on a mené en fait, je vais passer rapidement sur ça, mais on a mené 3 terrains simultanément auprès des 2 plateformes, auprès de professionnels qui constituent la chaîne de e-prescription des tests génomiques, et on a aussi mené des observations de RCP moléculaires. Et tout cela nous a conduit à questionner, en tout cas pour ce travail-là, la mise en œuvre et les modalités d'utilisation d'un nouveau logiciel d'e-prescription, donc développé au sein du PFMG, et les effets spécifiques des outils numériques sur l'organisation du travail. Alors je vais commencer par décrire donc l'introduction de ce logiciel de e-prescription. Voilà, et dans cette première partie, je vais décrire ses rôles multiples de ce logiciel comme un outil de contrôle de toutes les étapes de la prescription. Mais on va aussi voir que ce logiciel, ePress, par les changements qu'il apporte, génère des difficultés techniques ainsi que des frictions et des négociations entre professionnels. Donc ePress est, au-delà de la prescription électronique, un logiciel pour l'organisation et le suivi des tests génomiques, parce que contrairement aux tests génomiques qui sont réalisés localement dans certains hôpitaux, les 2 plateformes du PFMG, elles centralisent le séquençage d'échantillons qui provient de l'ensemble du territoire national. Donc vous voyez ici sur cette carte là les RCP qui sont répartis. Et donc la chaîne de soins est répartie sur des sites plus nombreux et géographiquement dispersés. Et donc les infrastructures informatiques, et principalement ePress, jouent donc un rôle clé pour relier, pour coordonner les différentes étapes du parcours de test génomique. Alors c'est pareil, je vais revenir mais rapidement sur ces étapes du test génomique qui vous ont déjà été présentées. Donc le parcours débute par une première demande de prescription de la part du clinicien en charge du suivi du patient. Et cette demande est ensuite adressée à l'une de ces RCP moléculaires labellisées par le plan et réparties, comme on l'a vu, sur l'ensemble du territoire national. Et donc la décision collective prise ou non de prescrire ce test génomique, donc prise lors de cette réunion, est basée sur des informations du dossier clinique du patient, mises à disposition à partir d'un logiciel différent d'ePress. Chaque hôpital utilise un logiciel spécifique. Et une fois que les membres de ces RCP moléculaires ont validé collectivement la prescription du test NGS, une nouvelle entrée doit être créée, cette fois dans ePress, qui comprend la prescription, les données cliniques, le consentement du patient, etc. Donc cet enregistrement déclenche le processus logistique et technique du test génomique, et les données sont versées dans ePress à chaque étape. Et là, on voit comment, donc sur cette diapositive, on voit comment ePress organise le travail de mise en relation et d'articulation de données de nature différente, donc de données génomiques, de données cliniques,
aussi de documents légaux tels que les consentements qui sont signés par le patient, mais aussi de bases de données internationales externes contenant notamment des informations sur le rôle des variants. Alors IPRES est situé donc au centre, comme on le voit sur ce schéma, en position de suivre toutes les étapes, depuis l'enregistrement du patient en RCP moléculaire jusqu'au rapport d'interprétation clinico-biologique qui est éclairé par les résultats de séquençage. Donc là, c'est des images des infrastructures qui centralisent en haut les échantillons biologiques et le séquençage des données. Donc en haut, c'est à la plateforme Oragen, et en bas, c'est les serveurs informatiques de la PHP et de Sequoia. Donc IPRES, c'est pour illustrer combien IPRES, donc cet outil, ce software, est un outil conçu pour répondre à des contraintes organisationnelles, techniques, scientifiques, générées par ce système de séquençage centralisé, par sa capacité à mettre en relation des espaces, hôpitaux, plateformes, mais aussi, ce qu'on ne voit pas sur cette diapo, des professionnels qui sont géographiquement éloignés et plus diversifiés, et également plus nombreux. Et donc IPRES est également, pour les plateformes et pour les prescripteurs, un outil logistique et d'organisation du travail, pour lesquels le travail de gestion des données, de données numériques, est très important pour permettre donc la progression du processus de prescription. Comme le système IPRES se superpose aux solutions locales existantes, l'utilisation du logiciel implique un travail supplémentaire sur les données, au départ pour les cliniciens, donc ce travail d'adaptation spécifique à son interface, et travail de saisie informatique, donc ce qui est perçu comme une charge trop importante pour certains des médecins prescripteurs, donc comme on peut le voir sur cet extrait d'entretien. Voilà, en fait, au début, dit le médecin oncologue responsable d'une RCP, le manager informatique voulait que le médecin, sur IPRES, réécrive toute la fiche. Et plus loin, je dis au manager bioinformatique, c'est pas possible en fait, donc il faut que tu délègues les droits à une secrétaire ou à une conseillère en génétique. Donc ces changements de pratique nécessaires pour l'usage du logiciel sont source de résistance, donc comme on vient de le voir, de la part de certains cliniciens, sont source de négociation entre professionnels et donc de friction. Donc on va y revenir, mais bien que ce n'ait pas été le cas au début de la mise en œuvre du plan, des assistantes de prescription et des conseillères en génétique ont été embauchés pour soutenir les cliniciens dans la numérisation des prescriptions. Donc je passe à la partie suivante et à ce travail qui est invisible d'aide à la prescription. C'est cet ensemble de tâches qui entourent l'arrivée de cette e-prescription qui n'a pas finalement été anticipée, comme ça a été assez bien décrit tout à l'heure, au moment de la mise en place du PFMG. Et donc ce qu'on a observé dans les hôpitaux dans lesquels on a enquêté, c'est que les professionnels se sont inspirés des modes d'organisation qu'ils connaissaient dans la recherche clinique. Et donc là, on le voit ici. Donc c'est un extrait d'entretien avec la responsable opérationnelle d'une des plateformes qui dit « Nous, on a senti le besoin des aides de prescription parce que pour les cliniciens, ils n'ont pas l'habitude de faire ça. Ils n'ont pas l'habitude ils ont l'habitude de travailler avec des arcs, etc. Et donc, ça, il n'y avait pas de moyen parce que normalement, c'est pour la recherche clinique. Sauf que là, voilà, on se retrouve devant des cliniciens qui ne savent pas remplir ce genre de documents parce qu'ils ne le font pas habituellement. Donc, dans cet extrait d'entretien, la responsable opérationnelle de cette plateforme met en avant justement cette habitude de travail, l'organisation des essais de recherche clinique qui reposent sur des attachés de recherche clinique chargés d'assurer le suivi des protocoles et la qualité des données et qui assurent une multitude de tâches qui permettent aux essais cliniques de se dérouler dans des bonnes conditions. Et à la suite de l'entretien, elle précise, mais on n'avait pas de financement à ce moment-là. Ça n'avait pas été prévu dans le projet de la plateforme, mais par contre, dans les CLCC ou dans les CHU, maintenant, ils détachent un petit peu de personnel ARC qui aide les médecins. Donc au moment de notre enquête, elles étaient dénommées assistantes de prescription, mais dans les dernières fiches de poste qu'on a pu voir sur le plan, c'est désormais des chargés de parcours génomique, et donc pour lesquels vous nous avez dit tout à l'heure qu'un arbitrage avait récemment été fait pour qu'une partie des fonds de la DGOS, donc si j'ai bien
si j'ai bien saisi ce que vous avez dit, qui est dédié aux plateformes, soit orienté vers le recrutement de ces chargés de parcours génomique. Donc là, en quelque sorte, on a eu un peu la suite de l'histoire. Mais au moment de l'enquête, ces professionnels, donc des assistantes de prescription, étaient donc essentiellement des femmes. Leur poste est souvent considéré comme nécessitant une moindre formation technique, et elles effectuent une forme de, pour reprendre le terme d'un sociologue, de dirty work, peu prestigieux, et elles sont souvent surdiplômées par rapport à la reconnaissance qu'elles ont pour le travail qu'elles accomplissent. En termes de contenu de ce travail, il s'agit d'un travail de traduction des données dans le logiciel, qui consiste à inscrire donc, des nouvelles prescriptions, assurer le suivi des échantillons, créer un numéro patient, récupérer les consentements signés, déposer les documents nécessaires, etc., préparer les dossiers pour la RCP, prendre des notes pour les comptes rendus, et l'ensemble de ces tâches donc, va bien au-delà d'un travail de secrétariat. Et finalement, ce qu'on montre, c'est comment ce travail se trouve invisibilisé, comment certaines des tâches sur le logiciel obligent à utiliser des identifiants et des mots de passe des cliniciens, et comment finalement ce personnel participe anonymement avec un rôle, pour reprendre une notion de deux sociologues, Starr et Strauss, de non-personne, mais de manière centrale et nécessaire au fonctionnement du logiciel et à la production du test génomique. Donc cette invisibilisation du travail peut aussi être expliquée par une conception finalement restreinte du temps de la prescription, produit par la numérisation. Donc temps de la prescription réduite en quelque sorte au moment de la prise de décision, alors qu'en coulisses, cette prise de décision s'appuie sur un temps plus élargi qui comprend par exemple le fait d'aller chercher les informations nécessaires et souvent manquantes pour les rassembler dans le logiciel et qui sont nécessaires à cette prise de décision. Alors pour terminer, ce qu'on constate, c'est que la génomique complexifie les données et le circuit de prescription en multipliant les étapes et en diversifiant les acteurs. Et surtout, ce qu'on met en avant, c'est l'existence d'une tension entre, d'une part, un logiciel qui est mis en place pour faciliter le suivi des étapes de prescription et des données, mais qui, en fin de compte, participent aussi à la complexification du circuit. Et enfin, le dernier résultat, c'est comment on observe un travail de formation et d'ajustement des médecins, mais qui débouche en fin de compte sur l'émergence de nouveaux métiers, au travail peu visible, invisibilisé, par les effets notamment de ce logiciel, de ePress. Merci. Merci. Oui. Merci beaucoup, c'est passionnant. Effectivement, ça donne à voir des choses qu'on ne voit plus du coup, et des professionnels qui nous aident beaucoup. Moi, je suis clinicien en fait dans un centre qui prescrit des génomes, et j'aurais une petite nuance quand même parce que notre chargée de parcours génomique avec qui je bosse régulièrement, elle a une formation de conseillère en génétique et en fait, elle assure des consultations. Hein. Et donc, en fait, elle est quand même visibilisée dans son travail dans la mesure où elle va signer des courriers pour informer les médecins donc, du patient qui est inclus pour avoir un génome. Et vous voyez, donc, enfin, je crois qu'il y a une diversité de l'origine de ces femmes, souvent, qui sont chargées de parcours génomique, qui parfois, elles sont quand même un peu plus visibles que ce que vous présentez là. Enfin, il me semble, en tout cas, dans mon expérience personnelle, mais évidemment, c'est une expérience. Oui, en fait, là, je suis passé assez rapidement pour raccourcir, mais dans l'analyse qu'on fait, il y a effectivement une diversité de professionnels, et du coup, une diversité de situations aussi, et aussi de visibilité. Effectivement, le cas des conseillères en génétique est un peu différent. Pardon. Et d'autre part, par rapport à ce travail d'invisibilisation, c'est vrai que finalement, est-ce que c'est pas une constante en médecine en fait, parce que du coup, les infirmières, les secrétaires, quelle est la spécificité peut-être de ce travail d'invisibilisation par rapport aux autres professionnels qui sont aussi invisibles, quoi. C'est un peu. Merci. L'idée, c'est effectivement qu'il y a une constante dans l'organisation du travail médical de l'invisibilisation, mais il y a aussi, en tout cas, c'est une partie de l'analyse là, des effets qui sont spécifiques à la digitalisation, à la mise en œuvre comme ça de logiciels, où assurer le fonctionnement du logiciel nécessite de manière un peu contre-intuitive un travail humain important
qui est pratiquement par définition invisibilisé, parce que quand tout fonctionne, on ne voit pas le travail. On voit que le logiciel, on voit que... Donc il y a aussi ces deux effets, il y a aussi un effet de nouveauté. Et juste pour rebondir, du coup, je suis conseillère en génétique et chargée de parcours génomique sur Rouen. Du coup, oui, pour rebondir à ce que vous dites, on a cette chance de pouvoir voir les patients en consultation. Je sais qu'il y a des chargés de parcours génomique qui sont des infirmières de formation, donc ils voient aussi les patients. Et finalement, on arrive à la fin de la chaîne, en fait, parce qu'ils ont déjà eu des CGH, des XFRA, et on arrive à la fin et ils nous disent, mais qui est-ce que vous êtes? Et il faut toujours se justifier pour dire, je travaille avec le professeur, avec le docteur. Et cette histoire de confiance, du coup, dès que je prononce le mot du médecin, ah d'accord, explique-moi, et on reprend, voilà. Mais c'est vrai qu'on arrive tout à la fin et je leur dis, voilà, j'ai existé, j'ai suivi votre dossier. Voilà, c'est juste pour répondre avec ce que vous avez dit. Sinon, par rapport à ce que vous avez dit, effectivement, la question de la formation des médecins, ça fait partie de notre job et on le fait pas quotidiennement, mais très régulièrement. Mais nous, on n'a jamais, moi, j'ai jamais été formée. Il n'y a jamais eu de formation pour être CPG. Alors, j'ai eu un master de 2 ans pour la partie conseil en génétique, mais pour être CPG, j'ai jamais eu de formation. Et ma collègue est partie avant que j'arrive, donc j'ai appris tout sur le terrain. Donc là, je vois que Sequoia est en train de mettre en place des choses, un espèce de suivi, donc c'est top. Et peut-être pour le futur, ce serait bien que les futurs CPG aient au moins 1 heure ou 2 heures pour qu'on nous explique le logiciel, et puis qu'après, on l'explique mieux aussi aux médecins. Mais voilà, mais sinon, voilà, c'était juste pour rebondir avec ce que vous avez dit. Voilà. Merci pour la présentation. Merci. Donc vous avez dû vous former seul finalement à la prise en main du logiciel. Oui, tout à fait. Grâce aux médecins, en fait, ce sont les médecins qui m'ont formé. Et ensuite, moi, je forme maintenant les médecins du Havre, voilà, d'autres médecins hors Rouen. Okay. Voilà, mais c'est à l'aide c'est les médecins qui m'ont formé. Ouais. Bonjour, du coup, moi c'est Léa, CPG à Dijon et conseillère aussi en génétique. Et du coup, pour un peu de positif, à Auragen, maintenant sur iGen, on met le nom de la CPG. Donc on est reconnu. Et ils font des formations aussi à iGen, surtout les CPG qui prennent les postes maintenant. Depuis, je dirais, à peu près 1 an, il y a des formations sur les logiciels. Voilà, je pense que ça va beaucoup dans le bon sens. On a des réunions maintenant avec les labos. Moi, ça fait 3 ans presque que je suis là et j'ai vu beaucoup d'évolutions. Donc, on n'est plus si invisible que ça quand même. En fait, le travail que tu présentes là sur les CPG, ça m'évoque beaucoup la recherche d'Antonio Casilli, un sociologue qui a travaillé sur l'IA, où il identifie le même processus, il appelle ça les tâcherons du numérique, avec le même type d'invisibilisation. Donc ce qui corrobore ce que tu nous dis sur le digital, c'est d'être un processus qui est un processus qu'on retrouve à l'autre niveau, tu vois, dans l'IA et ici dans la e-prescription. Oui, on a un processus qui est à la fois commun à l'organisation médicale et au fonctionnement lié comme ça au développement de l'IA, des softwares, etc. Les deux éléments se recoupent. Moi, je trouve qu'il y a aussi quelque chose de très spécifique à la question de l'expertise. Quelle expertise il faut pour faire ce travail-là ? Est-ce que autour du logiciel, c'est finalement juste rentrer des données? Et dans quelle mesure, en fait, il faut une vraie expertise pour pouvoir transformer, par exemple, le fait de transformer un dossier clinique en des codes numériques? Qui a l'expertise pour faire ça? Est-ce que c'est le médecin? Il l'a peut-être, mais il n'a pas le temps. Et la CPG, alors ça fait un peu bizarre d'utiliser l'acronyme, c'est la première fois, donc je vous regarde. Non, mais voilà, c'est la CPG, mais en même temps qui n'est pas non plus médecin. Donc au moment du choix, on voit bien que c'est des fonctions qui sont entre deux et qui sont finalement encore extrêmement intenses en qualité d'expertise, parce que si les codes ne sont pas remplis comme il faut, j'imagine qu'ensuite, dans le travail de diagnostic, et sans reparler après des réanalyses de données, etc., il y a un problème. Donc, en fait, on sent bien que c'est assez mou et c'est complexe et que, bien sûr, il y a un travail qui se retrouve ailleurs, mais qui, dans ce cas-là, et je suis sûre qu'ailleurs, il y a des situations... Mais là, on est quand même au cœur du soin, quoi. Donc, on est au cœur aussi, potentiellement, de la décision clinique qui va suivre.
Très bien. Merci beaucoup, Quentin. Et, donc, on arrive à la fin de cette session de la première journée. Donc, je tiens encore à remercier les 4 conférenciers. Merci beaucoup. Et puis, donc, on se retrouve demain. Bonne fin de soirée.